Normalement, cela ne se fait pas que quelqu'un qui participe à une table ronde présente en même temps les participants à cette table ronde. Mais j'ai le privilège d'accueillir des amis, des collègues, et donc je me dois de vous le présenter. Ensuite, je passerai au rôle numéro 2, qui est celui donc, de participer à cette table ronde. Alors, je commence à ma gauche par Jesus Angulo, que vous connaissez déjà. Il vient tous les ans en tant que critique de cinéma de la revue Caïman, Cahiers de cinéma. C'est aussi un historien du cinéma qui a beaucoup écrit. Je ne vais pas citer tous les ouvrages, hein, mais vous verrez qu'il a vraiment un nombre d'ouvrages importants sur le cinéma, pas uniquement espagnol. Et à ma droite, l'invité de ce soir, qui nous fait l'honneur, le plaisir et l'amitié, et les trois mots sont importants, de nous accompagner aujourd'hui et de venir pour participer à un débat sur qu'est-ce que c'est qu'un festival de cinéma. Alors, il est évident, lui, il sait qu'est-ce que c'est qu'un festival de cinéma. Il dirige le festival de cinéma de Saint-Sébastien, festival international très important, avec Cannes, Berlin, Venise et Saint-Sébastien. Festival dont il a la direction, et donc il est important de l'accueillir au moment où l'équipe du festival, donc je représente aussi l'équipe du festival, donc ce n'est pas uniquement Pilar, se questionne au bout de 28 ans de travail, d'évolution de ce festival, se questionne sur qu'est-ce que c'est qu'un festival de cinéma. Alors donc je crois que côtoyer, avoir à nos côtés quelqu'un comme José Luis Rebordinos, c'est aussi une émulation, bien sûr, et puis un exemple à suivre. Et puis Victoria qui est là et qui va être donc à la traduction. Et voilà. Donc je passe la parole à Jesus Angulo, qui a le rôle de modérateur. Moi, je parlerai tout le temps en français. Je vais parler en espagnol, excusez-moi, mais ce serait meilleur pour moi et surtout pour vous. Oui, oui, yo los dos festivales el nexo que aquí buscábamos un poco entre los dos festivales de San Sebastián y de Nantes es su papel respecto al cine español dentro de este mundo de los festivales de cine. Evidentemente muy distinto. Alors, la connexion qu'on voulait trouver entre les deux festivals, celui de Saint-Sébastien et celui de Nantes, c'était leur rôle dans le cinéma espagnol, dans le monde du cinéma. San Sebastián, como ya ha dicho Pilar, es un festival de categoría A, de los más importantes festivales de Europa y del mundo, que presta una especial atención al cine español, puesto que es un festival radicado en España, evidentemente, mientras que el Festival de Nantes se ha convertido, yo creo, en la principal referencia en Francia del cine espagnol. Donc le Festival de Saint-Sébastien est un festival de catégorie A, et donc en Europe, un des plus importants en Europe et dans le monde entier, et sa spécification, c'est qu'il porte une attention particulière au cinéma espagnol, puisqu'il se passe en Espagne. Et le Festival de Nantes est un festival qui est devenu la principale référence de cinéma espagnol en France. En general, las películas españolas, salvo que sean tocadas por la mano divina de Cannes, suelen buscar ser proyectadas o estrenadas en el Festival de San Sebastián. Porque eso les da un mercado nacional dentro de España, pero también internacional por el carácter ese de categoría A de San Sebastián. Mientras Nantes juega un papel también importantísimo, porque siempre culturalmente Francia ha sido muy importante para España, y esta es una forma de penetrar en el mercado francés por parte del cine español. Donc les films espagnols, sauf s'ils sont touchés par la main divine du Festival de Cannes,
normalement sortent au Festival de San Sebastián parce que, évidemment, il y a le marché national, mais également international, dû à la catégorie A du festival. Et pour ce qui est du Festival de Nantes, eh bien, il joue un rôle important pour le cinéma espagnol, parce que France a toujours été importante culturellement pour les Espagnols. Et bien sûr, c'est une façon de pénétrer aussi le marché français pour ces films espagnols. Entonces, la primera pregunta que quería hacer tanto a Pilar como a José Luis es cuál es, hasta qué punto esto que acabo de decir es real y si se sienten deseados por los productores y cineastas españoles. Donc la première question que je voulais poser et à Pilar et à José Luis Rebordino, c'était si ce que je viens de dire leur semble vrai et également s'ils se sentaient désirés par les producteurs et les réalisateurs de films espagnols ou autres. Bonsoir. De premier de tout, merci beaucoup à le festival pour m'inviter à être ici et félicitations pour la programmation. C'est vrai que chaque an, Nantes il fait un travail plus fort pour le cinéma espagnol en général et pour le cinéma basque aussi en particulier. Et aussi merci à vous pour être ici et pour nous écouter et j'espère que vous pouvez participer aussi. Excuse-moi parce que je parlerai en espagnol, mon français c'est aussi así et je crois que c'est meilleur pour tout de parler en espagnol pour expresser meilleur notre idée. Es difícil, sí, yo creo que en estos momentos un productor español quiere estar en San Sebastián, desea al Festival de San Sebastián, no a su director. Oui, je pense qu'un producteur espagnol a vraiment le désir de participer au Festival de San Sebastián, pas spécialement son président. Sobre todo porque, como ha dicho Jesús, hoy en día hay un panorama de festivales muy, muy concreto, en el que obviamente Cannes, que todos estamos esperando que en una semana saber qué películas estarán en la sección oficial y en el Certain Regard, es el más importante. Par exemple, et Jesús, c'est vrai ce qu'il disait, il y a un panorama de festivals très concret finalement, et Cannes est vraiment le plus important, et on attend dans une semaine justement la révélation des films officiels de la sélection et du Certain Regard aussi. Pero si generalizamos, porque si entráramos en los detalles sería diferente, todas las cinematografías nacionales, si no están normalmente en Cannes, económicamente les es más rentable estar a la alemana en Berlín, a la italiana en Venecia o a la española en San Sebastián. Mais en général, parce que si on rentrait dans les détails, ça serait différent, toute cinématographie qui est nationale, à part le fait d'être à Cannes, s'ils ne vont pas à Cannes, pour la cinématographie allemande, c'est mieux d'être à Berlin, pour la cinématographie italienne à Venise et espagnole à San Sebastián. Y aunque es difícil de alguna forma de cuantificar qué supone para una película estar en un gran festival, de hecho últimamente hasta una palma de oro en Cannes a veces no significa nada en la taquilla. Évidemment, c'est difficile de vraiment quantifier ce que ça apporte, le fait d'être dans un grand festival, parce qu'il y a des palmes d'or qui finalement ne se distribuent pas mieux pour cela. Pero casi siempre para una película estar en uno de los grandes festivales, como mínimo le supone prestigio y le supone comenzar normalmente una carrera en otros festivales. Mais en tout cas, le fait d'être dans un grand festival, ce que ça représente pour un film, c'est le prestige que ça peut lui apporter et aussi souvent un début de carrière dans d'autres festivals. Sí es cierto que en algunas ocasiones la repercusión económica es muy fuerte. El festival en que más se nota es Cannes. Yo recuerdo, por ejemplo, la última película de Enrique Urbizu, No habrá paz para los malvados, que se presentó en San Sebastián, tenía un estimado de 1,5 millones de euros en taquilla e hizo 4,5 millones. Es decir, que triplicó la taquilla prevista gracias a las críticas muy positivas que tuvo. Et bien sûr, les répercussions économiques sont importantes aussi pour un festival, par exemple de Cannes. Le film de Urbizu, il n'y aura pas de paix pour les méchants, je crois que c'était le titre en français. No habrá paz para los malvados. Voilà, Il n'aura pas de paix pour les méchants. Je crois que c'est comme ça que ça a été traduit. Donc, qui est passé à San Sebastián. Eh bien, il pensait qu'il ferait un demi-million d'entrées, d'euros pour
Ce qu'ils envisageaient justement pour ce film-là, et en fait, après ce passage donc à San Sebastián, il a fait 4 millions, c'est ça? 4 millions et medio. Voilà, 4 millions et demi d'euros. Donc voilà, vous voyez, Para, ça peut apporter para une terminar, différence. la semana que viene veremos prácticamente todo el cine español terminado que no esté confirmado en Cannes. Esa es la prueba. Et donc la semaine prochaine, on verra tout le cinéma terminé espagnol qui n'est pas confirmé, qui ne sera pas confirmé à Cannes. On verra bien. Bon, alors, sur la question d'être objet du désir ou pas. Donc, je dis la même chose que mon ami et collègue, José Rebordinos. Les directeurs, nous ne sommes pas objets de désir, bien entendu. Je crois qu'à Nantes, c'est compliqué d'être jugé parti. Hein. Et je l'ai dit déjà il y a quelques mois, je n'aime pas faire de l'égo-histoire, puisque je fais l'histoire des autres et des autres festivals plus facilement que l'histoire d'un autre festival. Mais je crois que notre première profession nous amène toujours à avoir une distance et on est quand même une direction assez autocritique avec ce qu'on fait, ce qui nous amène tous les ans à changer. Et on a vraiment une sorte de lassitude de la routine et de se dire un festival ne peut pas être uniquement passer des films, des compétitions, etc. Donc ceci dit, je pense que les producteurs, on n'a pas une relation directe avec les producteurs, sauf lorsque la programmation est faite et que le film est demandé à un producteur pour être présenté au Festival de Nantes. Je dirais que notre désir, ou l'objet de désir des cinéastes qui viennent à Nantes, et je l'ai dit d'une façon simple, c'est tout d'abord le public du festival. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes là. Je pense que c'est un festival des publics. Je pense que pour un cinéma qui n'est pas aimé dans son propre pays, qui n'est pas suivi, qui n'est pas projeté, qui n'a pas l'occasion de réunir autant de monde, que ce soit en premier film, en documentaire ou en compétition, etc., etc., avoir des salles pleines et avoir des salles avec un débat par la suite ou des rencontres comme celle-ci, c'est toujours un plus. Donc je pense que les cinéastes, et ils nous le montrent tous les ans, toutes générations et catégories confondues, aiment venir à Nantes. Aiment venir à Nantes parce que le public ne vient pas pour apprendre la langue et la culture espagnole, cela va de soi. Hein. Viennent surtout parce que les cinéastes espagnols qui viennent depuis maintenant 28 ans sont accessibles, généreux, se prêtent au débat et au dialogue. Et leurs films intéressent beaucoup le public français. Et ça, je pense que c'est l'objet d'une étude qui devrait être faite prochainement. Parce que pourquoi, peu importe le film, on peut prendre à la compétition de cette année. Aussi bien un film, je vais prendre la compétition pour ne pas faire d'erreur à cette étape du festival. Pourquoi des films comme Pieles ou Errementari, que nous présentons en premier film, Oh no sé decir adiós, je ne sais pas dire adieu, Julia East, etc., ont trouvé des salles pleines, des gens qui viennent parce que ces histoires qui sont racontées par ces cinéastes leur parlent à eux, en termes cinématographiques et en termes, je dirais, des vécus ou de ce que le cinéma continue d'être, on va parler des plateformes après, etc., continue d'être, et nous le défendons hier avec le réalisateur des Pieles, le cinéma comme un lien social, comme envie de partager quelque chose ensemble, qui peut être une expérience, qui peut être un rêve, qui peut être une grande émotion, qui peut être aussi une grande peur, etc. Donc je pense qu'il y a, le cinéma intéresse, les cinéastes intéressent, et ce qui intéresse aussi, c'est que le festival a créé, au bout de 28 ans, une envie de partager ensemble un visionnement ou une histoire racontée par des cinéastes qui sont si différents à chaque fois, parce que hier, on avait dans une salle Andia, dans une autre salle Pieles, et on avait Errementari, on avait vraiment 4 films de nature complètement différente, et ici, il y avait un illustrateur qui présentait une bande dessinée sur la guerre civile. Et pour tous ces événements, il y avait du monde. Donc voilà, c'est pas les directeurs qui sont objets de désir, mais je pense que quand les réalisateurs viennent parce que vous êtes là, vous et ceux qui sont en 14 ans, il y a toujours le même émerveillement en disant comment ça se fait qu'en Espagne, ces films d'abord ne sortent pas et quand ils sortent, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, tout le mérite
vous revient. Bien, voy a pasar a una cuestión que iba a tocar más adelante, pero a propósito precisamente de lo que acaba de decir Pilar, quería recordar que los orígenes de ambos festivales son muy diferentes. San Sebastián nació en 1953, el mismo año que yo, y Nantes nació en 1990, el mismo año que mi hijo. Je voulais rappeler un petit peu justement les passés de ces festivals. Et c'est vrai que Saint-Sébastien est né en 53, le même âge, l'année où je suis née. Enfin, je parle pour Jesus. Et je ne dirai pas quand je suis née. Et le Festival de Nantes est né en 90, la même année que mon fils. Les miens. Bon. A ese propósito, los objetivos de ambos festivales eran muy distintos. San Sebastián nació como un festival creado por una serie de comerciantes para revitalizar la ciudad, prolongar el efecto del verano que se acababa en agosto, es decir, como una operación económico-comercial turística. Sin embargo, Nantes nació desde la universidad y con una clara idea de mezclar dos culturas cercanas, pero que tan a menudo se han dado a la espalda, como la española y la francesa. Donc, les objectifs de ces deux festivals sont quand même très distincts dès le départ. Saint-Sébastien était plutôt à l'initiative de commerçants qui voulaient revitaliser un petit peu la ville et aussi profiter un petit peu, allonger l'été et donc était devenu une sorte d'opération économique, commerciale et touristique. Alors que Nantes est venue et s'est créée à partir de l'université, avec une idée très claire de mélanger deux cultures très proches, mais qui souvent se sont donné le dos, en fait. En cualquier caso, en ambos festivales, viniendo desde distintos orígenes y suponiendo, teniendo objetivos diversos, sí hay algo que efectivamente han conseguido los dos sobradamente, y es un éxito absoluto de público. Et donc ces deux festivals aux origines différentes et aux objectifs distincts aussi ont réussi quelque chose tous les deux, c'est-à-dire un vrai succès public. Como sabrán, en Venecia o en Cannes prácticamente no hay público, es industria, crítica, etcétera. En Berlín sí, en San Sebastián también, y en Nantes es evidente, como todos ustedes saben. Entonces, lo que quería saber un poco es esos objetivos de los orígenes. El de San Sebastián ya ha quedado demasiado lejos, quizá, y el de Nantes sigue muy presente. Si creen que se han conseguido desde el punto de vista de formar parte al final de la sociedad, de la sociedad civil, con esas afluencias de espectadores que les señalaba. Venise et Cannes n'ont pratiquement pas de public, comme vous le savez, et sont surtout des festivals d'industrie, du cinéma de l'industrie, et de la critique également. Alors que Berlin, oui, donc Saint-Sébastien et Nantes aussi. Donc voilà, sont plus de public. Donc la question était de savoir si l'objectif, donc pensé depuis leur origine, peut-être que pour Saint-Sébastien c'est un petit peu plus loin, et Nantes est un petit peu plus présent, eh bien avait été, selon eux, réussi, atteint, et si justement ils avaient réussi à faire partie de la société civile, avec justement cette affluence du public dans leur festival, s'ils pensaient qu'ils étaient donc arrivés à leur but. San Sebastián nace en plena dictadura de Franco, eso lo determina totalmente, ¿no? Y es verdad que son unos comerciantes los que deciden hacerlo en septiembre para alargar el verano donostiarra.
Luego, como pasa con estas cosas, hay mucha mítica, porque creo que solo duró un año, en septiembre, y luego se adelantó a junio o julio. Es decir, que siempre que se habla de San Sebastián se dice, fue creado para que el verano de Donostierra fuera más largo. Bueno, un año. Luego llegó el sindicato vertical de Franco y decidió que no. Luego es verdad que volvió de nuevo a septiembre, ¿no? Es un festival que pasa por fases muy diferentes. Hay toda una parte relacionada con la dictadura y es un festival absolutamente elitista, fundamentalmente para las clases más pudientes del País Vasco, pero sobre todo para las que venían de Madrid. Y es verdad que cuando ya se acerca a la muerte de Franco en los años 70, finales 60, 70, el festival empieza a convertirse en un lugar de debate político donde se van consiguiendo colar discursos que el franquismo no permitía. San Sebastián est né sous la dictature et ça c'est déterminant pour le festival. Alors certes ce sont des commerçants, des commerçants qui ont décidé que ça soit en septembre pour allonger donc la période touristique de la ville, mais ça n'a duré qu'un an parce que finalement il a été ensuite transposé à juin et juillet. Donc parce que le syndicat franquiste verticalement a dit que non, ça ne se ferait pas à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu quand même différentes étapes pour ce festival, même si après donc il est revenu en septembre. C'est un festival qui était certes élitiste au départ et donc plus pensé pour l'élite du Pays Basque et de Madrid également. Mais à la fin des années 60 et en 70, pratiquement vers la mort de Franco, eh bien c'était un endroit où il y avait des débats politiques qui justement ne pouvaient pas se faire au sein d'une autre institution franquiste. Ha pasado mucho desde entonces, pero viendo hoy dónde está el festival, tiene cosas que tienen que ver con su propio comienzo. Il y a du temps qui est passé depuis, mais tel qu'il est le festival aujourd'hui, il a beaucoup à voir avec ses origines. Voy a intentar explicarlo de una manera resumida. Es decir, hay muchos modelos de festival. Hay muchos tamaños de festival. Ni el tamaño ni el modelo hace mejor o peor a un festival. Il y a beaucoup de modèles de festivals et aussi de tailles de festivals, et c'est pas le modèle ou la taille d'un festival qui le rend meilleur ou pas. Cannes es sin lugar a dudas el festival competitivo más importante del mundo. Cannes est certes le festival de compétition le plus important au monde. Tiene unas características muy concretas. El público ve la alfombra roja, las películas que se presentan en la sección oficial. Lo más importante de Cannes pasa fuera de campo de nuestra mirada. Il a certes des caractéristiques très concrètes avec ce tapis rouge, avec ces films de la sélection officielle. Et je pense que ce qui se passe le plus de ce qu'on voit justement du Festival de Cannes, c'est ce qui se passe hors cadre. Son la cantidad de millones de dólares, podríamos decir euros, pero dólares, que se mueven en el mercado. Et donc, ce qu'on ne voit pas vraiment hors cadre, c'est la quantité de millions de dollars qui est manipulée dans ce cadre-là. Como digo, cada festival es diferente. Si tuviéramos que definir a San Sebastián, por su tamaño, es un festival que tiene que tener en cuenta, uno, la calidad de sus películas. Et le Festival de San Sebastián, par sa taille, est une taille différente de Cannes, doit d'abord prendre en compte la qualité des films. La presencia de la prensa nacional e internacional. La présence de medios de comunicación. De la presse et des médias national et international. La industria y la posibilidad de que puedan hacer negocio en nuestro festival. L'industrie également, et surtout la possibilité qu'ils puissent faire des affaires durant le festival. Y en nuestro caso, como algunos otros festivales, tiene una cosa muy importante que es el público. En 9 días hay 175.000 espectadores en una ciudad que no pasa de los 186.000. Et il y a quelque chose qui, dans notre cas aussi, est le public et qui est très important. Sur 9 jours, il y a 175 000 spectateurs qui viennent au festival pour une ville qui en compte 180 000, c'est ça? 186 000. 180. 186 000. 6, vale, 186 000. Esto es importante porque, por ejemplo, hay productores y agentes de ventas que vienen a San Sebastián para ver la reacción del público ante sus películas.
Et ça, c'est important parce qu'il y a des producteurs et des agents de vente, internationaux ou pas, qui justement viennent à San Sebastián pour voir la réaction du public à ces films. Para empezar, estas serían las características básicas de San Sebastián, pero sobre todo hay algo que tienen que coincidir todos los festivales. Et ça, ce sont les caractéristiques de base du festival, mais il y a aussi des caractéristiques qui doivent être en commun dans tous les festivals. Un festival, tenga mucha prensa o no la tenga mucha industria o no la tenga, tiene que ser un lugar de encuentro entre público, cineastas, productores, industria cinematográfica, un lugar en donde se pueda debatir, en donde se puedan intercambiar experiencias e ideas y, si es posible, se pueda hacer negocio. Un festival, qu'il ait de la presse ou pas, qu'il ait une industrie cinématographique ou pas, est surtout un endroit de rencontre entre le public et les réalisateurs, entre le public et les producteurs et les gens qui font partie de l'industrie. Un endroit où on puisse débattre et où on puisse partager les expériences, les idées aussi de chacun. Et ça, je pense que c'est très important. Y termino con esto porque volveremos a ello, sobre todo en un tiempo en el que cada vez más es más fácil ver cualquier película desde tu casa. Ya no hace falta para un comprador venir a San Sebastián para ver una película. El agente de ventas internacional le envía un link y la ve tranquilamente, si quiere en el ordenador o en su pantalla de 50 o 55 pulgadas. El festival tiene que ofrecer un plus aparte del visionado de películas, sobre todo en el futuro. Los que no lo hagan irán poco a poco desapareciendo. Mais aujourd'hui, et de plus en plus, on peut voir tous ces films à la maison, chez soi. Et donc, par exemple, les acheteurs de films n'ont plus besoin de passer par un festival comme par exemple San Sebastián pour voir les films. Il suffit que l'agent de vente leur passe un link, un lien, voilà, c'est le lien, c'est tellement proche un lien que du coup il peut le voir directement sur sa télé ou sur son ordinateur à 50 ou 55 pouces. Donc un festival doit apporter plus que le simple visionnage de films, maintenant et pour le futur, parce que sinon il est amené à disparaître. Donc, je vais me caler exactement en suivant le plan de José Jabordinos. Et donc, c'est assez confortable, et non pas pour montrer les similitudes et les différences, mais pour suivre un peu le même type de réflexion. Alors, il y a la question de la temporalité. Alors, notre festival a été toujours lié au printemps, ce qui rend le festival proche de tous les stéréotypes sur l'Espagne. Un pays où il fait beau, le printemps arrive, bon, sauf cette année où vraiment la question du temps a été évacuée et il a fallu parler cinéma. Donc voilà, le printemps, ce n'est pas uniquement lié au beau temps et à l'Espagne ensoleillée. C'est certain que pour nous, le mois de mars était un mois particulièrement intéressant au niveau de la sortie de certains films et également au niveau des différentes manifestations qui ont lieu à Nantes en automne ou beaucoup plus tard, parce qu'il faut dire que la différence entre Nantes et San Sebastián, au niveau de la population, c'est un peu plus grand, mais c'est une ville extrêmement importante au niveau de la culture. Donc, pour le Festival de cinéma espagnol, être dans une ville où il y a autant d'offres culturelles que celle de la ville de Nantes, c'est vraiment un enjeu supplémentaire qui nous a obligés à devenir un festival professionnel depuis maintenant presque 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a des salles de concert, d'exposition, beaucoup de salles de théâtre, des musiques alternatives, etc. Donc on ne pouvait pas rester dans le format initial d'un festival qui est né à l'université, qui n'avait pas vocation au départ de devenir un festival universitaire. Donc là, c'est une grande différence aussi par rapport à San Sebastián. Par rapport aux origines, je pense que c'est un festival paradoxal dans ce sens-là, puisque les 3 directeurs viennent du monde universitaire, travaillent à l'université, mais on a, depuis les 4 premières années, décidé que tout en restant universitaire, le festival sortait de l'université, devenu une association, loi 1901, qui se trouve dans un siège qui est prêté par la ville de Nantes avec d'autres festivals de cinéma de natures différentes, de composantes différentes, etc. Donc, en quoi ce festival revient ou reviendra à l'université ?
mais je pense qu'il revient par le souci que nous avons de nous adresser au plus grand nombre. C'est-à-dire que pour rester entre soi, nous avons l'université. Pour sortir de cette enceinte et essayer de parler de ce cinéma à tous les publics, le festival est là. Et il fut un temps où on nous avait, il était dit que le festival de cinéma espagnol était un festival trop grand public. Nous avons considéré ça comme un compliment, puisque pour être petit public, nous allons à notre premier métier, où nous restons vraiment dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Donc voilà, c'est un souci. En quoi il est universitaire aussi? Par l'envie constante de se renouveler et de se mettre en cause. José Luis le disait, aujourd'hui, un festival de cinéma ne peut pas être comme il y a 2 ans même, parce qu'on a la possibilité de voir du cinéma ailleurs que dans une salle. Donc tous les ans, le comité de direction du festival, l'équipe du festival, réfléchit à quoi, en lien toujours avec la programmation et avec ce qu'est un peu le fil conducteur de l'édition, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, de plus que les compétitions, projeter des films ou faire des débats. Alors, cette année, donc je ne vais pas remonter loin, cette année, le lien a été trouvé et nous avons invité le chanteur Kali avec un lien tout particulier, c'est-à-dire c'est un chanteur qui a une histoire familiale avec la guerre d'Espagne et non seulement son répertoire de chanteur-compositeur amène à cet événement qui est un lien aussi pour une partie du cinéma espagnol, il y a un film en compétition qui parle de la guerre encore cette année, mais aussi parce qu'il a écrit un ouvrage qui est aussi en lien avec la littérature. Et je crois qu'il y a aussi dans la programmation notre souci en tant qu'universitaire de faire du lien et de faire une sorte de fil conducteur. On a commencé le festival en ouverture avec le film El Autor, adaptation de Cercas. On va finir avec la librairie qui met en avant l'importance de la lecture, la transmission de certaines valeurs à travers un film que vous allez voir que je ne vais pas raconter. Et il y a beaucoup de littérature aussi dans cette édition à travers la présentation des bandes dessinées, etc. Donc je crois qu'il y a C++ qui vient déjà depuis plusieurs années. L'année dernière, la présidente du jury était Lydie Salver, écrivaine prix Goncourt, qui était aussi à Saint-Sébastien d'ailleurs, et qui a écrit un merveilleux roman sur la guerre d'Espagne et puis une autre histoire intime de la guerre d'Espagne. Et puis donc, l'année dernière, Milena Sayus était ici en tant que représentante de l'Institut Etxepare. Maintenant, son parcours l'amène à Paris pour une autre responsabilité très différente. Il y a aussi un lien qui fait que finalement, chaque édition nous amène à une autre. Et je crois que c'est un petit peu ça le but de tout festival, à taille très différente entre Saint-Sébastien et le nôtre. Et puis la question des distributeurs. Alors, il est vrai qu'il y a certains distributeurs qui viennent à Nantes, donc par exemple le film L'Olivier, qui est venu à Nantes en avant-première, et qui est venu, on a dû vraiment l'intégrer à la programmation très rapidement, ça a été le fait d'une nuit d'ailleurs, pour voir dans quelle mesure ce film qui sortait en Espagne pouvait être vu, compris et suivi par un public français. Or, dans les 2 projections dont on a eu le droit de montrer le film, il y a eu vraiment un engouement pour ce film qu'on a repris l'année d'après pour la compétition. Et puis, c'est un des films, dont je parlerai après, puisque c'est un film aussi, c'est un festival aussi, pardon, qui a une partie importante de médiation envers l'enseignement secondaire, collège, lycée et université. Et ce film est resté comme un des grands films pour les scolaires. Donc voilà, il y a eu la question aussi de l'Isla Minima, il y a eu le film qu'on a découvert à Saint-Sébastien de Josol, Vivir y otras ficciones, qui est un réalisateur qui est déjà venu à Nantes, qui a eu le prix du jury jeune, etc. Donc en quelque sorte, je ne vais pas dire le mot famille parce que les familles sont toujours choisies, mais celle-ci, elle est choisie. Il y a une sorte de lien de famille du cinéma espagnol, des films qui ont été primés, premier film ici, qu'on a repris ensuite à Vivir y otras ficciones, pris à nouveau du jury jeune
Et en 2018, le film est sorti en salle, en France. Donc, c'est un film qu'on a porté, qu'on a vraiment soutenu. On considère que ce travail se fait également, que Dieu nous pardonne. Enfin, il y a d'autres cas. Donc, je dirais qu'il y a ce rôle de voir le cinéma en salle et le public nantais sert aussi, je dirais, d'élément de transmission pour le public français. Bueno, yo llevo viniendo a Nantes hace muchos años, cada edición, y lo que sí puedo asegurar, efectivamente, que Nantes es una ciudad en la que el cine español se vive. No sé en qué porcentaje de habitantes, pero está vivo. Ça fait longtemps que je viens à Nantes et je viens à chaque édition du festival et je peux assurer que dans cette ville, eh bien, le cinéma espagnol est vraiment vécu. On le vit pleinement. Je ne sais pas à quel niveau de pourcentage, mais en tout cas, c'est le cas. A partir de aquí, bueno, no sé, el mundo que se vive en los 10 días de Nantes es algo que difícilmente se ve en España. De hecho, yo diría que muchos habitantes de Nantes conocen mejor el cine español solo con las películas que ven cada una de las ediciones aquí que un espectador medio español. C'est vrai qu'on vit vraiment le cinéma durant ces 10 jours à Nantes et je pense que le spectateur qui vient au Festival de Nantes depuis quelques années et qui voit les films connaît mieux la culture espagnole qu'un spectateur espagnol moyen. En ese sentido, el objetivo creo que está sobradamente cumplido. Et dans ce cas-là, je trouve que justement l'objectif est complètement réussi. No quería dejar pasar esto. Antes de pasar a un tema que se ha tocado, y es el de los nuevos retos, que son muchos dentro del cine, los formatos. Ahora, efectivamente, como decía José Luis, cine se puede ver en todos los formatos posibles, desde un teléfono hasta una televisión de pago, en fin, de mil formas diversas. Et justement, on parlait des nouveaux défis du cinéma et ces différents supports sur lesquels on peut voir des films, le téléphone, la télévision. Il y a 10 000 façons de voir des films aujourd'hui. De ahí se ha pasado a que determinadas compañías televisivas han pasado a ser productoras de cine. El último ejemplo es el más notable, digamos, es Netflix, que ha provocado, por ejemplo, que Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, dijese hace muy poco que todo film que desee entrar en la competición tendrá que tener comprometida su distribución en salas francesas. Et évidemment, il y a des compagnies donc, de télévision qui sont devenues des producteurs de cinéma. Et l'exemple le plus notable, justement, le plus remarquable dernièrement, c'est Netflix. Et justement, Thierry Frémaux a dit cette phrase que maintenant, tout film qui veut entrer en compétition du Festival de Cannes devra avoir un compromis de sortie en salle française. Por otro lado, y también teniendo mucho que ver con lo anterior, cada vez se producen más series de televisión con muy alta calidad, que están destinadas, pues eso, para televisión, pero que sin embargo adquieren un nivel muchas veces tan alto y como el propio cine en pantalla grande. Et il y a également les séries télé qui aujourd'hui est de très bonne qualité, mais qui est destinée à la télévision et qui est souvent maintenant, on va dire, de qualité qui égale finalement le cinéma en soi, le cinéma lui-même. La pregunta para ambos es, claro, ¿cómo afrontan sus festivales estos nuevos retos? La question est de savoir, donc, vos festivals, comment ils affrontent justement ces nouveaux défis. Lo primero de todo, una pequeña reflexión sobre los cambios que se están produciendo. Je voudrais d'abord apporter une petite réflexion sur les changements qui sont en train de se produire.
se tiende a decir que nunca en el audiovisual había habido una transformación como la que ha supuesto el digital, la llegada del digital. On dit qu'il n'y a jamais eu de transformation plus importante que celle de l'arrivée du digital dans le cinéma. Estoy en absoluto desacuerdo. Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Yo haría una pregunta muy sencilla. ¿El paso del mudo al sonoro es un cambio menor que el paso al digital? Le passage du cinéma muet au cinéma parlant est-il vraiment moins important que le passage du cinéma de pellicule à celui de numérique? Yo creo que no. Je ne crois pas, non. ¿Qué es lo diferente? Que ahora los cambios se producen mucho más rápido. Quelle est la différence? Je pense que c'est que les changements aujourd'hui se font de plus en plus rapidement. El cambio del mudo al sonoro, en contra de lo que mucha gente piensa, se produce en un periodo casi de 8 o 10 años. Le changement du muet au parlant s'est fait sur 8 ans à peu près. Hoy en día, en cada año asistimos a nuevos cambios o a cosas que lo parecen. Et aujourd'hui, chaque année pratiquement, nous assistons à des changements aussi importants et qui en tout cas le paraissent. Las redes sociales, algo que nos está trayendo cosas muy positivas, nos está trayendo también rapidez y confusión. Les réseaux sociaux, par exemple, qui nous apportent des choses très positives, nous apportent aussi de la rapidité de réaction, rapidez et voilà, et de la confusion aussi. Y vuelvo ahora a lo de las plataformas digitales. Thierry Fremont, alguien a quien aprecio personalmente, pero además admiro y respeto mucho. Donc, je reviens maintenant à l'idée des plateformes. Thierry Fremont, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément et que j'admire aussi, ha decidido no proyectar en competición oficial, porque pueden estar fuera de concurso, creo, por el momento, ninguna película que no se estrene en Francia en salas. Donc, a bien défini le fait que aucun film ne pourra aller en compétition officielle, mais peut-être hors concours, oui. Aucun film, donc, qui n'est pas prévu une sortie en salle française. No voy a opinar sobre este tema porque creo que cada país, cada festival tiene sus circunstancias y Francia tiene unas circunstancias muy concretas en cuanto a lo que son las salas de exhibición y las televisiones. Entre paréntesis pondría Canal+. Je pense que chaque pays a ses propres circonstances et la France a justement des circonstances très concrètes entre justement les salles oui, les salles où se projettent. C'est des en français, c'est des exploitants. Voilà. C'est le mot que je cherchais, c'est pour ça. Voilà, les salles donc des exploitants, les salles de cinéma et les télévisions. Je pense surtout à Canal+. Pero sí puedo hablar de San Sebastián. En nuestro caso, creemos que nuestra responsabilidad es mostrar a nuestros espectadores, a los medios de comunicación y a la industria lo mejor de cada tipo de audiovisual que encontremos en el mundo. Mais pour ce qui est du festival de San Sebastián, je pense que dans notre cas particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est la responsabilité de montrer à nos spectateurs, aux médias aussi de communication et aux industriels, ce qu'il y a de mieux dans chaque type de film maintenant qui se fait numériquement. No vamos, si de pronto vemos una serie de televisión que nos parece magnífica, como el año pasado La Peste o Vergüenza, que está en este festival, haremos todo lo posible por poder enseñarla. Par exemple, une bonne série comme celle de La Peste ou de La Vergüenza, la honte, justement, que projette ici le festival, eh bien, pour nous, elles sont très bonnes et nous avons envie que le spectateur ait la possibilité de le voir. Creemos que a nosotros no nos corresponde la regulación administrativa de si las películas tienen que salir o no, cuáles son las ventanas, etcétera, etcétera. Eso, en nuestro caso, pensamos que al Festival de San Sebastián no le compete. Oui, je pense que nous n'avons pas à juger de quelle salle ou non, si un film doit sortir ou pas en salle, dans quel style de fenêtre il doit apparaître. Voilà, nous n'avons pas compétence à dire cela. Pero yo diría algo muy concreto. Por supuesto que yo prefiero que las películas se vean en salas de cine.
Bien sûr, évidemment, je préfère que les films se voient en salle de cinéma. Y yo prefiero verlas en una sala de cine. Et moi-même, je préfère les voir dans une salle de cinéma. Pero el 90% de los clásicos de la historia del cine que yo he visto, los he visto en una pantalla de televisión en muy malas condiciones, y si no las hubiera visto así en mi juventud, probablemente no las hubiera visto nunca. Mais 90% du cinéma classique que j'ai pu voir, je l'ai vu à la télévision dans de très mauvaises conditions. Et si je n'avais pas pu les voir durant ma période de la jeunesse, eh bien, je n'aurais pas réussi à les voir plus tard. Desgraciadamente, en España hay muy pocas ciudades y sobre todo muy pocos pueblos que tienen salas de cine que dan cierto tipo de cine. Et en Espagne, malheureusement, il y a très peu de villes et surtout de villages où il y ait un cinéma où ils puissent voir des films, vraiment. Sé que puede ser muy discutible, pero personalmente prefiero que una buena película la puedan ver todos los ciudadanos de mi país, aunque sea en una pantalla de televisión, a que solo unos afortunados que vivimos en ciudades con salas de cine de cierta calidad podamos verlo, que probablemente no llega ni al 10% de posibles espectadores. Et donc, je préfère franchement qu'un bon film puisse se voir de manière plus massive, on va dire, à travers la télévision, au lieu qu'il ne puisse se voir que dans une certaine salle de cinéma qui atteindrait 10% seulement de ses spectateurs. Y termino con una pregunta. Irishman, la película que el señor Scorsese está haciendo, ¿ustedes piensan que porque no salga en salas de cine, que ya veremos si no sale, porque todo esto está cambiando, veremos si Netflix mantiene el que no se estrenen, ya permite a veces que se estrenen en unos cuantos países, en otros no? ¿Ustedes creen que si Netflix, para hacerse su publicidad, la saca solo en salas, los festivales no deberíamos ponerla? Yo hago esa pregunta. Solo en internet. ¿Qué he dicho en internet? Sí, en salas. Ah, no, perdón. Si la sacas solo en plataforma digital, es decir, en una televisión, ¿los festivales no debemos hacer un circuito para que se pueda ver también en pantalla grande? Yo hago esa pregunta, que cada uno responda como le parezca. Oui, moi j'ai une question à poser justement. Le dernier film que Scorsese est encore en train de tourner, de finir, ne va sûrement pas sortir en cinéma puisqu'il est produit par Netflix. Mais bon, c'est encore des choses qui changent parce que Netflix aujourd'hui permet tout de même que certains films puissent sortir en salle dans certains pays. Donc, mais moi je pose la question, est-ce que si ce film-là finalement qui ne peut sortir que sur Netflix ou sur une plateforme, ces films-là, est-ce qu'un festival qui a la possibilité de pouvoir les montrer en salle ne devrait pas le faire justement? Est-ce que ce circuit-là ne devrait pas exister précisément? Voilà, c'est la question que je pose. Bon, j'étais très intéressée par ce que vient de dire José Borrinos, parce que là, il ne faudrait pas qu'il comprenne, mais il va comprendre, donc c'est dommage, puisque je pensais lui adresser une sorte d'hommage bref, mais je pense que c'est un des directeurs de festival qui a aussi, je pense, une ligne de conduite et de réflexion qui est toujours extrêmement précise, et cela donne une cohérence énorme chaque année à ce festival. Donc, concernant la question des plateformes, ce qu'il vient de dire, donc je ne peux pas dire autre chose, nous ne sommes pas dans, je vais dire, le même type de dispositif que Saint-Sébastien. Tout d'abord parce que la France, c'est la France et l'Espagne, c'est l'Espagne. Et pour une fois, je dirais que la France a quelque chose qui manque énormément en Espagne, un réseau de salles très important encore dans la plupart des villes, grandes et à taille moyenne. Donc, je ne vais pas faire le décompte du nombre de salles à Nantes en cinéma commercial, à RSC, Europa Cinéma, etc. Mais en plus, la grande richesse du pays, c'est qu'il y a un maillage des salles associatives. Donc ici, il y a un représentant du département et que je salue et qui est responsable de ces salles associatives. Alors, ces salles associatives sont gérées par des bénévoles. Et on peut voir des films qui viennent de sortir dans les grandes salles des villes importantes ou moyennes, mais aussi qui accueillent des films venant de festivals en langue et culture étrangère. Donc, avec ces salles associatives, il y a vraiment un maillage important, vous verrez dans le programme. Donc, nous, en tant que festival, on propose certains films destinés au grand public et certains de ces films destinés à des scolaires qui ne peuvent pas amener
des collégiens ou des lycéens dans la grande ou moyenne ville et qui vont voir in situ les films. Donc ça, c'est la France, et je pense que ça, c'est évidemment une approche de la question des plateformes complètement différente. Bon. Alors, donc, je ne peux rien ajouter à la réflexion de José Luis Rebordino, mais je dirais que, par exemple, on a beaucoup débattu ici si nous allions intégrer ou pas les séries télévisées ou pas dans notre programmation. On a suivi vraiment la réflexion de José Luis Rebordino et de son équipe en disant qu'on n'allait pas se priver de ces grands morceaux de cinéma qui ne diffèrent des films dits classiques que par la durée. Alors, on a essayé l'année dernière, c'était la première expérience, avec Crematorio, qui était vraiment qui est une série très importante, qui allait parfaitement bien avec le cycle sur le polar au cinéma, etc. Et puis cette année, c'est vrai qu'en assistant, puisque nous allons à Saint-Sébastien, après je laisserai cette revue, que vous allez voir, la revue de l'Académie, avec la présentation de l'édition qui s'est passée en 2017. Donc, en ayant la possibilité à Saint-Sébastien de voir et Honte et La Peste, c'est deux grands moments de cinéma tellement incroyables. On s'est dit vraiment, notre plus grand désir, c'est de vous le montrer. Donc nous, en tant que programmateurs, on n'est que des médiateurs entre ceux qui font le film et vous. La Peste, on n'a pas pu la voir, malgré le travail énorme de Pablo, qui n'est pas là, mais à qui il faut rendre hommage, parce que c'est vraiment la personne qui est toujours dans l'interface et qui vraiment est clé pour ce festival. Mais on a eu Honte et c'était vraiment, je pense, une bonne décision puisque le cycle fondamental de cette année, c'est Rire et délire dans le cinéma espagnol et que je me constate que vous avez beaucoup ri et déliré aussi et débattu sur l'humour au-dessus de la ceinture, à la hauteur de la ceinture et ailleurs. Donc et voilà. Et que je pense que, comme on l'a dit, Rocher l'a dit le jour de l'ouverture, accorde le droit de rire de tout, même aujourd'hui. Peut-être pas avec tout le monde, mais je pense qu'il faudrait quand même essayer de rire avec tout le monde. Donc il y aura toujours des séries télévisées, et puis on a le cas des PLS, et pour parler des plateformes. Donc Eduardo, le réalisateur, Eduardo Casano a dit hier, vous pouvez voir mon film, il a donné toutes les références, etc. Mais je dirais, par rapport à ce qui vient d'être commenté par rapport aux salles, au mois de juin, lorsque j'allais partir au Mexique, quelqu'un en Espagne m'a dit « Ah, j'ai vu un film, Pieles, c'est intéressant pour votre festival. » Bon, je partais, j'arrive au Mexique. La première réunion avec des collègues mexicains, nous venons de voir dans une plateforme le film Pieles. Je pense que, étant donné que vous travaillez sur le... ça va être le film génial pour vous. C'est peut-être un comportement générationnel, mais j'ai attendu un mois d'aller dans une salle de Barcelone pour voir ce film avec du monde autour. Et je pense que j'ai eu raison, et les gens qui étaient en salle hier avec Casanova, qui avaient déjà vu le film chez eux tout seuls avec un grand écran, étaient contents de le voir en salle avec ce plus qu'un festival vous propose, c'est-à-dire la possibilité d'avoir Casanova vous présentant le film. C'est notre film dans le film et c'est du spectacle vivant. Donc voilà. Me parece muy interesante lo que ha comentado ahora Pilar, ¿no? Es decir, ver una película en una plataforma no es lo mismo que verlo en una sala con un director hablando de ella y pudiendo hablar. Las dos cosas son posibles, es decir, porque una película, creo que también, quitando probablemente 3 festivales en el mundo, que me atrevo a decir que van a ser Cannes, Berlín y Venecia, poco a poco el resto de festivales tenemos que empezar a acabar con la tiranía de las premieres mundiales, europeas, etc. Es decir, creo que tenemos que hacer lo mejor para las películas. Nosotros no somos más que intermediarios entre las películas y el público. No somos otra cosa. Es decir, detesto profundamente los programadores de festivales que se creen artistas. Hoy lo comentábamos. Yo no soy ningún artista. Es decir, soy un señor que ve películas, que gestiona un festival, que me gusta el cine y intentamos ofrecer una programación y ser intermediarios entre las películas y vosotros. Y la industria, etcétera, etcétera.
etc. Los artistas son los que hacen las películas, no los que las programamos, ni los que las venden, es decir, ni los que las critican. Los artistas son los que hacen las películas, o las que hacen las películas. Entonces, por eso creo que tenemos que no obcecarnos. Está en una plataforma ya, pero es que la habéis ofrecido aquí con Eduardo Casanovas y ha sido algo especial, ¿no? Entonces, poco a poco los festivales tenemos que cambiar ese chip. Ay, perdón, me había olvidado de ti. Je pense que c'est très intéressant ce que disait justement Pilar à propos de la différence entre voir un film chez soi tout seul devant sa télé et une salle de cinéma, elle est évidente. Et justement, et les deux choses sont possibles. Mais je pense que si on écarte 3 grands festivals comme Cannes, Berlin et Venise, et je pense que les autres festivals, nous devons justement arrêter de nous prendre la tête, franchement, avec les sorties mondiales, premières sorties mondiales ou européennes, parce que c'est un petit peu le problème de certains festivals, justement. Je pense que ce que l'on doit faire, c'est sortir les meilleurs films et s'occuper que de cela. Nous sommes des intermédiaires qui donc font passer des films et les font découvrir à des spectateurs, au public. Moi, je déteste les présidents de festivals qui se prennent pour des artistes. Moi, je ne me sens pas du tout artiste, j'aime le cinéma, et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire découvrir à des spectateurs, être intermédiaire, leur faire découvrir du cinéma, du bon cinéma, leur permettre d'avoir cette possibilité de les voir. C'est ces gens qui sont des producteurs, qui sont des présidents de festivals, des critiques, et qui se prennent pour des artistes. Je trouve que c'est lamentable, parce que les artistes, ce sont ceux qui font les films. Et justement, on l'a bien vu, un film qui est déjà sur une plateforme comme PLS, ben justement, il s'est passé quelque chose de spécial hier avec ce public-là. Y para terminar, un poco de calma a todo el mundo, ¿no? Porque ahora con el debate de las plataformas, todo el mundo está muy nervioso, todo el mundo sabe seguro lo que va a pasar, lo que hay que hacer. Está empezando, el debate está empezando. ¿Dentro de 2 años Netflix estrenará en salas o no? No tengo ni idea. Es decir, esto va a cambiar mucho, es decir, todo el mundo está cogiendo posiciones, hay muchos intereses cruzados, a veces el debate no es el que parece, no es un debate solo cinéfilo, es un debate que tiene que ver con el negocio, con los intereses de unas cadenas, de unas plataformas, de otras. Yo creo que esto está empezando. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver, hay películas, Andía es una película Netflix, que se ha visto aquí, es una película Netflix. Se ha vendido solo a 3-4 países, de acuerdo con... Son 3, 4 o 5. Y el resto del mundo está en plataforma. Lo que pasa es que ahora decir que soy una película Netflix parece horrible. No, creo que qué bien. Que una película que igual, en vez de a 3-4 países, habría vendido a 7, ¿vale? A 3 más. Pues se ha vendido a 3 menos. Pero gracias a Netflix se va a poder ver desde el Líbano hasta el Kurdistán. Entonces, creo que es bueno. Creo que eso es bueno, sinceramente. Je pense qu'il faut qu'on se calme avec ce débat justement sur les plateformes, parce que c'est sûr que tout le monde doit essayer de se positionner, mais en fait il ne fait que commencer ce débattre-là, parce que Netflix dans 2 ans, on ne sait pas s'il va vraiment accepter que les films sortent en salle. On ne peut pas le savoir pour l'instant. Donc je pense qu'il y a énormément d'enjeux dans ce débat-là. Il y a les intérêts croisés, il y a de certains aussi justement les débats d'affaires, justement, les intérêts personnels de chaînes, de plateformes. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans ces débats-là. Donc, comment ça va évoluer, on n'en sait rien, mais en tout cas, chacun essaie de se positionner déjà aujourd'hui. Mais quelle honte il y a à dire, franchement, qu'un film est de Netflix. Et aujourd'hui, c'est le problème, justement. Andía, qui est passé hier donc, au festival, est un film Netflix. Et l'accord qui a été passé, c'est qu'il puisse sortir dans 3 ou 4 pays et le reste du monde sur plateforme. Mais si jamais il n'avait pas été produit par Netflix et que finalement il aurait pu sortir dans d'autres pays, peut-être qu'il aurait réussi à sortir que dans 3 ou 4 autres pays de plus. Donc finalement, dans ce cas-là, comme ils ont le contrat qu'ils ont passé avec Netflix, finalement, il va passer dans
dans des pays où peut-être il ne serait jamais arrivé en salle, comme le Liban ou le Kurdistan. Et moi, je trouve que c'est plus important qu'un film puisse se voir de cette manière-là que finalement de manière plus spécifique que dans seulement certaines salles de certains pays. Je vais ajouter juste le cas de Fede Tarras. En suivant la réflexion de José Luis dans laquelle je m'insère complètement, est-ce qu'on aurait pu ou dû vous priver de ces merveilleux moments de cinéma d'un réalisateur qui est venu ici avec des courts-métrages, des premiers films, des films en compétition à plusieurs reprises. Je veux dire, ça c'est le travail d'un festival. On ne va pas commencer à mettre des grilles, alors que maintenant, je pense que notre réflexion, c'est du bon cinéma, ou ce que nous croyons être le meilleur cinéma de l'année pour le plus grand nombre. Donc voilà, et notre exemple, Fede Tarras. Una pequeña cosa con Fede Tarras. Fede Tarras se estrena mundialmente en San Sebastián en una proyección en un velódromo para 3.000 personas. Fede Tarras, j'avais oublié le titre, est sorti, sa première mondiale a été faite au Festival de San Sebastián dans le Vélodrome avec 3000 spectateurs. La película iba directamente en unos días a la plataforma Netflix. Et le film était destiné à sortir directement quelques jours après à la plateforme sur la plateforme de Netflix. El éxito de la proyección es tal, con el público aplaudiendo durante la proyección, riéndose, que Netflix decide proyectarla en salas. Y Fede Tarras se estrena en un pequeño parque de salas en España, cosa que no estaba prevista. Et en fait, le film a tellement plu durant la séance, les spectateurs applaudissaient même pendant le film, que finalement, Netflix a décidé de sortir le film en salle, en Espagne, dans certains cinémas d'Espagne. Pas tous, mais en tout cas dans certains. Voilà, donc Netflix réagit quand même. Bueno, está claro que podíamos seguir por este camino todo el resto del debate. Pero c'est clair qu'on pourrait continuer sur cette voie pour tout le reste du débat, mais... Pero quería volver a una de las partes más importantes de esta mesa, que es la consideración tanto de San Sebastián como Nantes de festival relacionado con el cine español. Mais justement, nous allons maintenant aborder une partie importante aussi pour ces festivals de San Sebastián et de Nantes, qui est celui du cinéma espagnol, sa considération pour ce cinéma-là. Entonces ahora quería preguntarles a ambos cómo ven actualmente la situación, así esquemáticamente, un poco en general, del cine español, tanto desde un punto de vista industrial como artístico. Y añadiendo en el caso de Pilar una pregunta adicional, que es ¿cómo está ahora mismo el cine español en Francia? ¿Hasta qué punto se distribuye, se ve, etcétera, etcétera? Donc la question, c'est de donner une réponse générale, on va dire, de la situation du cinéma espagnol en tant qu'industrie et en tant qu'artiste, justement réalisateur, comment ils arrivent à sortir leurs films. Et pour Pilar, de rajouter comment le cinéma espagnol finalement est vu en France et comment il se distribue. Bueno, me vais a permitir que hable del cine español en general y del cine vasco en particular. Que en Nantes hay una presencia importante del cine vasco. Alors, je vais me permettre de parler du cinéma espagnol en général et du cinéma basque en particulier, puisque vous savez qu'il y a ici une fenêtre basque dans le festival. No voy a entrar en una discusión que sería más política y sobre todo sería partidista, y creo que desde el puesto que ocupo no debo hacerla. Je ne vais pas rentrer dans une partie comme ça politique sur le cinéma espagnol, parce que moi, en tant que président du festival, je ne pense pas que j'ai à le faire. No voy a entrar de si el cine español, el gobierno lo está haciendo mejor o peor, si el IVA tiene que bajar, me voy a olvidar de eso. Je vais oublier, je ne vais pas parler du gouvernement espagnol, à savoir si il s'occupe bien de son cinéma, si par rapport à l'IVA ou pas, la TVA ou pas. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans. Lo que está claro es que hay muy poquito dinero por parte del gobierno español como subvenciones para el cine español. Eso es una obviedad. Y que de entrada nos hace falta más dinero. Eso es así.
Et c'est certes, il y a peu d'argent, justement, de la part du gouvernement espagnol sous forme de subventions pour le cinéma espagnol, et c'est clair qu'il en faut plus. Pero curiosamente, en un momento muy duro para el cine español, como es toda la crisis económica, que de alguna forma ha tenido dos efectos claros. Uno, se producen menos películas. Dos, se producen con presupuestos más pequeños. Mais ce qui est curieux, c'est que justement, durant cette crise économique qui a été vraiment dure pour le cinéma espagnol, il y a deux effets à cette crise. C'est qu'il y a moins de films qui se sont faits et plus de films avec un budget plus réduit. Curiosamente, cuando todo parece negativo, yo creo que se está produciendo de los últimos años el cine español más variado y de mayor calidad de las últimas décadas. Et dans un contexte aussi négatif, ce qui est curieux, c'est de se rendre compte que c'est ce cinéma qui s'est fait ces dernières années, eh bien, est un des plus variés et de meilleure qualité de ces dernières décennies, on va dire. Estoy convencido que este año Cannes va a hablar español. Je suis convaincue que Cannes, cette année, va parler espagnol. Et bien sûr, Pilar disait « j'espère ». Ya lo va a hablar en la inauguración. Comment? Ya lo va a hablar en la inauguración, con la película Asghar Farhadi, rodada en España, con una producción de Morena Films y con actores como son Javier Bardem, Penélope Cruz, Bárbara Eleni y Ricardo Darín, que es medio argentino, medio español. Déjà, además de un tipo estupendo. Ça va être le cas avec la cérémonie d'ouverture voilà, du festival, qui va projeter un film de Farhadi qui s'est tourné en Espagne avec Javier Bardem, Penélope Cruz, avec Barbara Leni et Ricardo Darín, qui donc voilà, argentin mais qui parle espagnol. Y estoy convencido que va a haber más películas españolas. No sé cuántas, pero estoy convencido que alguna más va a haber en las diferentes secciones. Espero no equivocarme. Et je suis convaincue qu'il va y avoir d'autres films espagnols dans la sélection. J'espère ne pas me tromper, mais j'en suis convaincue. Y curiosamente el cine vasco, que lo conocemos todavía más de cerca porque es el cine de nuestro país. Et le cinéma basque que nous connaissons de manière très proche, puisque c'est celui de notre pays. Aquí me voy a atrever a más, y creo que algunas personas que están aquí del País Vasco van a estar de acuerdo conmigo. Creo que vive probablemente el mejor momento de toda su historia. Et là, je vais oser encore plus. J'ose dire que le cinéma basque est en train de vivre sa meilleure période. Y no es casualidad. Et ce n'est pas par hasard. Creo que se están dando una serie de circunstancias, porque nada es por casualidad normalmente en la vida, que hacen que esto pueda pasar. Je pense qu'il y a une série de circonstances qui font que cela arrive, parce que rien n'arrive par hasard dans la vie. Creo que es un momento donde todos los agentes que intervienen en el cine vasco van juntos y trabajan juntos en una misma dirección. Je pense que tous les agents qui travaillent, toutes les personnes qui travaillent dans le cinéma basque travaillent ensemble et dans un même but. Gobierno vasco e instituciones. Le gouvernement basque et les institutions. Los productores, la industria. Les producteurs donc et l'industrie. Los medios de comunicación. Les médias. Dándole el espacio que se merece. En donnant justement l'espace dans la télévision qu'ils ont, télévision et autres, dont ils ont besoin. E incluso el Festival de San Sebastián intentando buscar con mucho afán el mejor espacio posible para cada película. Et évidemment le festival de cinéma espagnol, le festival de San Sebastián, qui essaie de donner justement l'espace le mieux approprié pour ces films-là. Esto no quiere decir que todos los agentes que participan en esto estén de acuerdo. Cela ne veut pas dire que tous ces agents qui participent à cette chose-là soient d'accord entre eux. Afortunadamente. Heureusement. Lo que quiere decir es que las diferencias se resuelven en los despachos, en conversaciones, en discusiones y a veces ni siquiera hay acuerdos. Et ce que je veux dire justement, c'est que ces différences eh bien, se résolvent dans les bureaux, dans les conversations, et parfois il n'y a pas d'accord parfois. Pero hay una energía común y un intento común de trabajar juntos. Mais il y a une énergie commune et une envie de travailler ensemble qui certes est là. Y se están recogiendo los frutos de trabajos que se hicieron desde hace muchos años. Et là, aujourd'hui, on est en train de recueillir les fruits, justement, de ces travaux qui se sont faits depuis pas mal d'années.
Hay un proyecto que algunos conoceréis y algunas conoceréis, porque creo que se suelen proyectar aquí los cortometrajes, que es el proyecto que es un proyecto que ahora cumple 20 años de difusión internacional del cortometraje vasco. Il y a un projet que vous devez connaître ici qui est autour des courts-métrages, donc Kimuak, qui aujourd'hui, cette année, fête ses 20 ans et qui s'occupe de diffuser les courts-métrages basques. Un gobierno por el que apostaron las instituciones, fundamentalmente el gobierno vasco, y que en su camino ha habido diferentes instituciones que lo han gestionado. En estos momentos la Filmoteca Vasca. Et un gouvernement basque, justement, qui est comment dire, aidé par aussi des institutions et qui aide à la diffusion de ces courts-métrages, et notamment la Cinémathèque du Pays Basque. Junto al Instituto Etxepare, que es también un instituto para la difusión de la cultura vasca en el mundo. Avec dans la main, main dans la main, avec l'Institut Kepare, qui s'occupe aussi de la diffusion du... je ne sais plus le dire, c'est pas ça? Etxepare. Etxepare, voilà, Etxepare, excusez-moi. Je ne peux pas le traduire, hein, ça. Je ne vais pas le traduire, puis je ne parle pas le basque, alors bon, excusez-moi. Et qui s'occupe également donc, de diffuser le cinéma basque. Este proyecto empezó hace 20 años. Es decir, a veces, desde la clase política, es importante que tengan una visión a medio plazo o a largo plazo. Et ce projet, donc, ça fait 20 ans qu'il a été mis en place. Et pour les politiciens, il est important d'avoir une vision au moins à moyen ou à long terme. Aquellos directores que empezaron o directoras que empezaron entonces son los que ahora hacen Andía, Loreac, etcétera, etcétera. Et ces réalisateurs qui ont commencé à l'époque sont aujourd'hui ceux qui font, par exemple, font Andía. Bueno, solemos siempre meternos mucho con los políticos. En este caso, felicitemos al gobierno vasco por este apoyo y por esta paciencia. On a tendance à rentrer un peu en résistance avec les politiciens. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même féliciter le gouvernement basque d'avoir agi de cette manière-là. Donc, ce n'est pas moi qui va critiquer le gouvernement espagnol, français et basque, parce que ça me fait 3 gouvernements et moins de temps pour parler du cinéma. Donc voilà, il a été déjà dit ici. Et quels sont les soutiens du gouvernement espagnol au festival, des différentes institutions. Vous les savez dans le logo à la dernière page du programme. Donc je ne vais pas parler politique non plus. Donc ce n'est pas mon rôle non plus à cette table. Je vais simplement abonder dans ce que vient de dire José Luis concernant la santé du cinéma espagnol. Donc tous les ans à la conférence de presse, c'est la même question. Alors, est-ce qu'il va bien? Donc, il y a d'autres historiens du cinéma qui ont écrit davantage que moi et des cinéastes qui ont dit le cinéma espagnol, c'est un éternel malade qui est en bonne santé. Donc, c'est ma définition. C'est ma définition. Donc, c'est un grand réalisateur des années 50 qui l'avait dit. Donc, c'est toujours une bonne santé. Et je dirais que même dans les périodes où la santé était plus fragile, il rencontrait toujours un public ici au festival et dans d'autres salles. Donc, je vais dire aussi qu'une revue française qui n'est pas toujours dans les kiosques, il faut la trouver au 4e rang des magazines, c'est plutôt une revue pour des professionnels qui s'appelle Le Film Français. Au moment du Festival Saint-Sébastien, c'est là aussi où on se nourrit en partie pour notre programmation, il avait intitulé, je pense qu'il avait mis longtemps à trouver la phrase, c'est une interrogation, cinéma espagnol, la Renaissance pour de bon. Donc, on a compris que comme le cinéma français regarde toujours le cinéma espagnol comme le grand frère envers le petit frère, si les grands frères disent ça, que c'est la Renaissance, je pense qu'il y a réellement une Renaissance. Et donc, il faisait un tableau très précis, nombre de films réalisés, nombre d'entrées, etc. Donc, voilà, je pense qu'on est dans ces moments très intéressants avec une énorme variété dans les genres, dans les générations. Cette variété qu'on a essayé de montrer ici avec 70 films, mais malgré ces presque 15 jours, on est encore à l'étroit puisqu'on ne peut pas montrer tout. Alors, par rapport au cinéma basque, je dirais que ça fait maintenant 18 ans, donc ça veut dire que le temps passe, mais de façon très positive, que nous sommes allés avec José et José à la ville de Saint-Sébastien et on a rencontré José Luis.
qui était responsable de Donostia Cultura, qui nous a reçus comme si vraiment, donc un coup de fil, il nous recevait. Et on avait commencé avec aussi la mairie de Saint-Sébastien, Odone Lorza, et Ramon Echezarreta, auquel on rend hommage ici, parce que c'est une classe politique qui avait quand même d'autres soucis à ce moment-là, que vraiment accueillir un festival qui était de l'autre côté de la frontière, dans une ville improbable qui était Nantes. Bon. Et on a toujours trouvé un accueil très intéressant, et nous, en tant qu'historiens et programmateurs de cinéma, on s'est dit, on voudrait que, pour parler du Pays Basque, ça ne soit pas uniquement ETA, qui est la parole et le mot, que ce soit le cinéma qui parle du Pays Basque. Donc, on a utilisé une métaphore simple, la fenêtre basque. Elle s'est ouverte il y a 18 ans. Et là, dans un article qui est très intéressant, mais résumé, on a dû vraiment lui donner très, très peu de signes, parce que chacun d'entre nous a envie d'en faire plus. Rochen Fernandez, qui signait l'article, disait « Des pas de géants pour le cinéma basque ». Et c'est vrai que cette année, c'est vraiment des pas de géants, et avec donc ces géants qui a présenté un dia et qui est vraiment en compétition, donc je ne vais pas dire plus parce que vous allez voter pour lui. Donc voilà, je me significo pero poco, bien, me significo un poco, mais je milite aussi pour Selfie, pour Incierta Gloria, etc. Et jusqu'à la fin, à chaque fois, parce que mon enthousiasme doit être partagé entre les films en compétition. Mais je dirais que les distributeurs étaient quand même attentifs déjà depuis l'année dernière, et je crois qu'il y a un ouvrage qui reste à faire, donc un jour on aura moins de travail, peut-être qu'on va s'installer, faire ce que ces amis qui sont à côté font, écrire sur quels sont les choix des distributeurs français pour le cinéma espagnol. Actuellement, il y a un engouement, petit engouement, comme dit le film français, pour le genre policier, comme il y a eu vraiment pour la science-fiction, etc. Donc, à croire que les cinéastes espagnols excellent dans certains genres. Et donc, on a vu, par exemple, Que Dios nos perdone, La colère des non-patients, etc. Et L'Hombre de las Mil Caras, qui a eu le prix du jury Jules Verne l'année dernière, présidé par donc Lydie Salver, etc. Mais la grande surprise toujours de ce festival, c'est le succès de Paco León, qui lui-même s'autoproclame comme le chouchou du festival. Mais il a été détrôné hier par Eduardo Casanova, qui est devenu le chouchou maintenant. Bon. Quand on a programmé, on a vu Carmina, bien entendu, en salle, ensuite au Festival Saint-Sébastien. Quand on a programmé la première Carmina, on s'est dit, vraiment, je pense que ça ne va pas résister. L'humour français, ce n'est pas du tout l'humour espagnol, la scatologia, bon, tout ça. C'était Carmina qui débordait de partout, les références au roi, la famille royale, tout ça. Est-ce que ça va être compris? Et notre grand étonnement, on l'a mis en salle 1 par prudence. On s'est dit, la 2, ça va faire vraiment... Le festival s'est terminé en 2 jours. Salle 1, elle n'était pas si grande. Donc, prix. Bon. Ensuite, deuxième Carmina prix l'année dernière, prix du public, Kiki et la Morse. Donc ça, ce sont les grandes surprises. Et il y a un engouement pour ce cinéma-là. Et donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire sur pourquoi nous pensons souvent que ce féisme, ce côté qui est si espagnol ou si propre de la culture espagnole au sens, non pas stéréotypé, mais profond. Hier, on parlait de Valle-Inclán, de Goya, Selfie même. Et l'anarchisme qu'on voit aussi dans Incierta Gloria, et dans ces selfies vraiment où on a l'impression que El Esperpento est partout, également El Pícaro, etc. Donc je pense qu'il y a aussi dans le spectateur français une certaine connaissance de la culture espagnole la plus approfondie, qui n'est pas toujours en cours dans un certain public espagnol. Et donc ça vient aussi par l'enseignement de l'espagnol dans le lycée-collège, où c'est un enseignement qui est fait non seulement à partir de la langue, mais de la culture espagnole. Donc nous savons peut-être qu'ils ne parlent pas très bien, peut-être qu'ils ne s'expriment pas couramment, mais ils sont quand même ces bases qui leur font ces références lorsqu'ils voient des films. Donc voilà pour ça. Estoy convencido que el año que viene tendréis de nuevo a Paco León aquí con una serie de televisión que está preparando para Movistar Televisión sobre Ava Gardner en Madrid y su equipo de trabajo. Es decir, la idea es que esté para octubre-noviembre, creo que será una posibilidad.
Y para deciros un poco, cuando yo hablo un poco del éxito que está teniendo el cine español, es decir, por ejemplo, el Le Pacte ha comprado ya la nueva película de Sorogoyen, El Reino, que es una de las películas más esperadas en España, y ha comprado también la nueva película de Carles Bermud, ¿Quién te cantará?, que con su anterior película ganó San Sebastián y un montón de premios, con Magical Girl, que aquí se llamó La chica de fuego, ¿cómo se llama? La chica de fuego, ¿no? Hay otra película, por ejemplo, que tiene un 38% de coproducción vasca, pero es una coproducción entre 5 países europeos que mezcla animación e imagen real, que se llama Un día un jour plus avec vie, un día más con vida. De plus avec vie. Que es una película que la distribuye internacionalmente un distribuidor internacional francés muy importante. Es decir, que realmente el cine español empieza a tener una presencia en Francia, como decía Pilar, al principio sobre todo con polars, con películas policíacas, pero empieza a haber un interés sobre todo por algunas casas que lo ven con mucho interés y que me consta están viajando a Madrid continuamente a hablar con productores y a ver películas. Bueno, la si siguiente je ne me trompe pas, je pense que vous allez revoir Paco León l'année prochaine ici à Nantes, parce qu'il est en train de préparer une série pour la télévision, pour Movistar, sur Ava Gardner et toutes ces folles nuits qu'elle a passées à Madrid. Et donc, on parlait du succès du cinéma espagnol, et je pense que c'est quelque chose qui est en train de vraiment de renaître, parce que Le Pacte, qui est donc une production française de distribution, a acheté justement les droits de vente de El Reino, c'est ça, voilà, le règne, je pense, de Sorogoyen, dont on a parlé tout à l'heure, et également, voilà, voilà qui te chantera, c'est pas terrible comme traduction, mais je pense qu'on trouvera mieux, de Carlos Vermut, donc qui également a gagné à San Sebastián avec son précédent film, qui s'est distribué en France sous le nom de La Niña de Fuego, voilà, la Magical Girl. Et il y a un autre film justement avec une petite partie aussi du Pays Basque et qui est une production de 5 pays européens qui va également aussi sortir en France et qui est distribué par aussi une grosse distribution française. Donc je pense qu'il y a vraiment dans le cinéma français un intérêt pour le cinéma espagnol qui est en train de renaître. Il y a eu certes le polar dont on parlait tout à l'heure, mais je vois de plus en plus des producteurs espagnols, français qui viennent à Madrid pour des distributeurs aussi pour justement, voilà, plutôt pour voir un petit peu ce qui se passe en Espagne et qu'est-ce qui sort. Voilà, je pense donc qu'il y a une renaissance en effet. Bueno, mi siguiente pregunta ha quedado ya contestada porque quería hablar sobre el cine vasco, ya os habéis adelantado, y no tenemos más que 5 minutos como mucho, entonces quería preguntar al público a ver si alguien quiere hacer una pregunta al menos. Si quelqu'un veut faire une question, puisqu'il nous reste 5 minutes. Juste pour dire qu'à 20h45, Jorge Bordinos, puisqu'il est là, on ne peut pas quand même le laisser partir uniquement, faire une petite balade qu'il va pouvoir faire, mais il va présenter, c'est vraiment un grand moment, une partie de la série Honte, Vergüenza. Buenas noches, encantado de conocerlos a todos. El micro. María, el micro. Sí, muchas gracias todo lo que hacen por nosotros, por los espectadores. Me encanta el cine vasco. Pero el problema es el idioma, que no comprendo nada y como no llego a leer las frases me quedo con la mitad de la película. Pero me encantan mucho las películas vascas. J'aime beaucoup le cinéma basque, mais j'ai un problème, c'est que je ne comprends pas la langue. Donc je suis obligée de lire les sous-titres et je n'ai pas le temps de lire tous les sous-titres. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le cinéma basque. Simplemente decir que el cine vasco tiene el mismo problema que tienen muchas cinematografías europeas hechas en lenguas no hegemónicas. Le cinéma basque a le même problème que d'autres cinémas européens qui n'ont pas de langue hégémonique. Afortunadamente, somos un país con un nivel de vida bueno que puede producir cine en castellano y en euskera sin problemas. Heureusement, nous sommes un pays qui avons un bon niveau de vie et qui peut donc produire du cinéma basque en langue basque. El problema que tenemos es el mismo que tiene Islandia, que somos muy pocos millones de habitantes y que hablan euskera menos de 1 millón.
Et le problème, c'est le même qu'en Islande, parce que nous sommes quelques millions et moins d'1 million parlent le basque, justement. Islandia son 300.000 habitantes más o menos, tienen un problema de mercado. Los polacos, cuando una película italiana está hablada en friuliano, es decir, las lenguas no hegemónicas tienen un problema de mercado. Et Islande, avec ses 300 000 habitants, et c'est pareil, ont un problème dans le marché, parce que comme le cinéma polonais ou cette langue en italique, qui est une sorte de dialecte. Voilà, donc ceux qui n'ont pas une langue hégémonique, c'est sûr qu'ils ont un problème sur le marché. En el Festival de Cine hay reuniones de un circuito de países que tienen estos problemas para estudiar qué se puede hacer para una mejor presencia de nuestras cinematografías en Europa. Et justement, nous avons eu une série de réunions pour essayer de voir ce qui était dans nos mains, de pouvoir faire pour améliorer la présence de ce cinéma dans le marché cinématographique. Pero obviamente no hay otra solución que subtitular las películas. Eso no lo podemos superar, ¿no? Es como el catalán, el valenciano. Sí, o cualquier otra lengua que uno no conoce, ¿no? Una película en polaco. Mais bien sûr, il n'y a pas d'autre solution que de sous-titrer ces films-là. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de DVD en Espagne, de films espagnols, qui ne sont pas sous-titrés en français, mais par contre qui sont sous-titrés en anglais. Alors suivre un film espagnol avec un sous-titrage anglais, même quand on comprend l'anglais, c'est quand même assez sportif. C'est clair, c'est clair. Nosotros como país en general tenemos una gran envidia respecto a Francia, es decir, siempre ha sido, bueno, nosotros vivimos al lado de la frontera, es decir, tenemos una cultura bastante francesa, muchas de las películas que más amamos las hemos visto primero en la televisión francesa, ¿no? Y tenemos mucha envidia a veces viendo las ediciones de DVD y de Blu-ray que se hacen aquí, viendo vuestros circuitos de salas y vuestras programaciones. Desgraciadamente en eso estamos muy lejos de Francia todavía. C'est vrai que l'Espagne aura toujours une certaine jalousie envers la France parce que nous qui vivons à côté de la frontière, eh bien, nous connaissions bien la culture française et nous découvrons justement ce cinéma français sur les télévisions françaises. Mais nous sommes vraiment admiratifs des éditions de DVD, de Blu-ray aussi, et du circuit de salles qui existe en France et des programmations de ces salles. Et bon, voilà, c'est vrai que ça, on aura toujours ce côté-là, cette jalousie vis-à-vis de la France. Una última pregunta por ahí atrás, que solo tenemos unos minutos, muy pocos. Una pregunta, ¿me pueden explicar cómo funciona, digamos, Netflix? Porque uno de los guionistas de Fede Tarràs me dijo que si no hubiera salido por Netflix nunca les hubieran dado el dinero para salir en salas comerciales porque tenían miedo de que funcionara o que no funcionara. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Guionista de qué película? Fede Tarràs. Y he oído también en algunos programas de radio que hay películas que si no salen en Netflix nunca se hubieran hecho. ¿Cómo funciona este sistema? Comment fonctionne donc Netflix, à savoir, voilà, il y a des films qui s'ils n'avaient pas été, montés par Netflix, financés par Netflix, n'auraient jamais existé. En principio, Netflix, cuando financia una película al 100% o lo considera una película 100% Netflix, su idea es que la película solo pueda verse en su plataforma, no salga en salas. Esa es la idea a día de hoy de Netflix. Pour Netflix, un film qui a été financé à 100% par Netflix, l'idée c'est qu'il ne sorte que sur la plateforme de Netflix. Ça c'est aujourd'hui ce qu'ils pensent. Hay muchas películas que si Netflix no las produciera no se harían. Il y a beaucoup de films qui, s'ils n'avaient pas été financés par Netflix, ne seraient pas faits. Y me remito a 3 ejemplos muy claros. Et je vais vous donner 3 exemples très clairs. Una de las 2 películas de la polémica en Cannes el año pasado, Okja de Bong Joon-ho. Un des films qui a fait polémique justement l'année dernière au Festival de Cannes, Okja, c'est difficile à prononcer, voilà. Voilà, du réalisateur, voilà. Bong Joon-ho, bravo. coréen. coréen, ça je peux le dire. Él en la rueda de prensa de Cannes explicó que llevaba años queriendo hacer esta película, nadie se la producía y Netflix le dijo cuánto cuesta y le dio libertad absoluta para hacerla. Es decir, que Okja existe porque Netflix la produjo. No había nadie que quisiera producirla.
Dans la conférence de presse, justement, à Cannes, ce réalisateur disait que ça fait des années qu'il essayait de monter le film, que Nadia ne voulait lui financer, et que quand il s'est adressé à Netflix, ils lui ont demandé combien ça coûte, et ils lui ont donné l'argent et toute la liberté pour le faire. El caso de Fede Tarras lo conocemos bien porque Borja Coveaga es un buen amigo. Et le cas de Fede Tarras, on le connaît bien parce que Borja est un ami à nous. ¿Cuándo empezó a hablarnos del proyecto? ¿Hace 10 años? Hace 10 años. Nunca consiguió producirlo. Ça fait 10 ans qu'il nous parle de ce projet. Et il n'a pas réussi depuis à le financer. No porque fuera caro, sino porque nadie se atrevía a poner en imágenes esa historia. Nadie se atrevía a reírse del terrorismo. Et pas parce qu'il était cher, mais parce que personne n'osait mettre cette histoire en image, c'est-à-dire à rire de l'ETA. Llegó Netflix, puso el dinero y la película es una realidad. Netflix est arrivé, ils ont mis l'argent et le film existe. Tercer caso, Irishman de Martin Scorsese. Le troisième cas, c'est Irishman de Scorsese. En este caso hablo de lo que he leído en publicaciones, así como a Bong Joon-ho le he visto decir lo que he comentado y Borja me lo ha dicho personalmente. He leído que Irishman es un viejo proyecto de Scorsese para el que nunca había conseguido financiación. Pour ce qui est du film de Scorsese, c'est à partir de publications que j'ai pu lire, alors que le réalisateur coréen, je l'ai vu le dire, Borja c'est un ami, donc là c'est des publications que j'ai pu lire. Et en fait apparemment c'est un vieux projet qui n'a jamais réussi à produire. Un proyecto muy caro y además en el que nadie sabe lo que va a durar. Si va a durar 4 o 5 horas, no es una película al uso. Un projet très cher et qui en plus a une durée que personne ne connaît. On ne sait pas s'il va durer 3 ou 4 heures, donc pas un film normal. Parece ser que Netflix le ha dicho, ¿cuánto cuesta? Aquí está el dinero, haz la película. Et Netflix lui a dit, combien ça coûte? Voilà l'argent et faites-le. C'est une compagnie comme une autre compagnie. Je suis sûr que derrière il aura beaucoup de fondos d'inversion. Oui, des fonds d'investissement. Aujourd'hui, derrière de toutes les grandes compagnies, tu ne connais pas très bien qui est derrière. Toujours. Mais il y a aussi. J'ai parlé avant de que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va passer. Mais vraiment, il y a des théories qui disent que Netflix, en 2-3 ans, ils sont morts. Il y a aussi des personnes très sérieuses qui disent ça. C'est pour ça que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il va passer. Nous connaissons la situation dans ce moment, comme tout le monde, il fait les mouvements, mais qu'est-ce qu'il passera les prochains? Qu'est-ce qui va passer cette année? Il y a des films très très importants que derrière, c'est Netflix. Nous verrons. S'ils sont dehors de concours, s'ils sont dans d'autres sections, nous verrons. Mais la réalité, il ira peu à peu, il nous dira qu'est-ce qu'il passera. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que ir a Merci presentar. Beaucoup à José Luis. Gracias. A José Angulo, merci beaucoup.